vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine en gatilla, chuta, Esprit madridista, esprit soulagé après une semaine qui a été très difficile. Le Classico qui a relancé beaucoup de choses aujourd'hui et beaucoup de satisfaction après ce week-end de championnat où le Real est parti s'imposer 3-1 au Camp Nou et on va en parler bien évidemment toujours avec le procureur Johan. Salut Gilles, salut tout le monde. Johan qui a été chahuté ces derniers jours par rapport à ses drôle, avis. C'était très marrant. Bien drôle. On aura le temps d'en reparler tout au long de cet épisode. Et aussi avec Bass, des Sales Tips. Salut Bass. Salut Bass. Salut les gars, merci de l'invitation. Pour un classico, il fallait qu'on t'invite parce qu'on a besoin de lumière, d'analyse sur la situation. Et franchement, quand on voit le Real vainqueur à Barcelone lors d'un Classico, 3-1, surtout après avoir vu la défaite, la déconvenue contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on voit l'état d'esprit des hommes de Zidane, Bass ? Écoute, on peut dire tout et son contraire malheureusement, et c'est le gros problème que j'ai avec ce Real qu'on a critiqué après son titre, qu'on critique sur ce début de saison, et je pense qu'on va critiquer encore malgré cette victoire contre le Barça dans un Classico qui au départ, avant le coup d'envoi, était triste, pas de public, la situation en Espagne est assez compliquée. Le Real n'est pas du tout plaisant et n'est pas du tout dans une belle situation. On peut en dire pareil pour le Barça. Donc c'était vraiment un Classico qui démarrait un peu dans une espèce d'anonymat, ou en tout cas dans une situation qui était tout sauf celle qu'on a connue lors des années précédentes, dans l'histoire récente en tout cas du Classico. La première mi-temps était assez sympa, je trouve. Il y avait c'était un match assez ouvert. Après, pour moi, c'était aussi dû à un manque d'intensité des deux équipes. Surtout ça. Du désordre. Ça s'est vu sur l'égalisation du Barça, et Nacho sur son côté, qui n'aura même pas terminé la mi-temps à cause d'une blessure et je pense d'une très faible condition physique. La deuxième mi-temps était assez faible, mais le Real a été dans son costume qu'on lui a connu ces dernières semaines, celle d'un réalisme assez froid, assez cynique, chanceux et cynique. Donc je suis content du résultat, franchement, j'étais soulagé, j'étais content. Mais le problème est plus profond et ça résout que partiellement le problème, je trouve. Oui, on va dire un Real qui résout partiellement ses problèmes, mais un Real aussi qui était dans l'œil du cyclone par rapport déjà tous les messages qu'on a reçus après le match de Champions League, et aussi ces mots qui ont été sortis quand même. On pensait à parler d'une démission de Zinedine Zidane. Et les premiers qui en avaient parlé, c'était ici, mais le procureur Johan. Quand tu vois le comportement des hommes de Zidane ce week-end par rapport au Classico, en fait, en gros, c'est comme si Zidane et toi, vous étiez en télépathie constante, et et dans la réaction, c'est comme si ce résultat il t'était dédié. Mais je pense qu'il était aussi dédié à un bon nombre de personnes qui ont pensé comme toi. Bien sûr. Tout d'abord, je pense que les inquiétudes dont j'ai fait part, dont je ne suis pas le seul, avant ce match étaient légitimes, dans le sens où moi, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, que pour moi, le Barça avait beaucoup plus de certitude du point de vue du jeu, malgré leur déconvenue à Getafe. Et c'est pour ça que moi, justement, avec les différentes prestations indigestes contre Cadix et contre le Shakhtar, moi personnellement j'étais véhément avec Zidane, ce qui est pour moi la logique des choses, dans le sens où quand tu supportes le Real, quand tu as vu ce que le Real nous a proposé depuis tant d'années, et que là on est en train on se mange justement
des prestations plus que moyennes en fait. Donc il y avait que la victoire qui lui permettait justement de garder la tête hors de l'eau. Mais justement, je pense que ces 2 défaites-là, justement, ont réveillé certains, certains fantômes. Et voilà, ça a montré justement que Zidane n'était pas intouchable justement en cas de défaite. Et à ce niveau-là, je pense que cette victoire du Real face au Barça qu'on a vu hier, non seulement pour ce qui est du jeu où il y a eu quelques choses qui ont été réglées quand même au niveau du jeu, il y a eu beaucoup plus de fluidité. À titre d'exemple, j'ai par exemple en tête justement ce mouvement à une touche de balle qu'il y a eu un moment dans le match qui était assez intéressant. Et je pense que voilà, au niveau du jeu, il y a eu pas mal de choses qui ont été réglées, mais dans le contenu, je vais encore passer pour un rabat-joie. Dans le contenu, je suis désolé, on peut pas être pleinement satisfait de ce qu'a fait le Real Madrid. Après, sur ce match, on va dire que ça a été beaucoup mieux que les semaines précédentes. Mais si on prend justement l'ensemble des prestations qui ont été effectuées depuis la fin du confinement, je suis désolé, quand tu es supporter du Real Madrid, quand tu es habitué justement à gagner avec la manière, ou même à la rigueur, tu peux même gagner sans la manière, mais il faut qu'il y ait un certain niveau de jeu en fait. Tu peux ne pas être spectaculaire, mais si ton niveau de jeu est mauvais, tu ne peux pas te contenter justement de gagner des matchs comme ça. Donc je pense que hier... Mais pour un classico, la donne elle est différente, puisque c'est un classico quand même. C'est vrai que c'est un classico, c'est vrai que un classico c'est comme une finale de Coupe du Monde, c'est comme une finale de Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, le match, il faut le gagner. Que ce soit beau ou moins beau, il faut le gagner, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, je pense que en termes de jeu, on va dire, si on prend le contexte classico, on va dire qu'on peut être satisfait quand même de ce qu'a montré le Real Madrid. Ah, mais voilà, il fallait qu'on t'entende le dire quand même. Oui, on peut être satisfait. on peut être satisfait. Comme j'ai dit, on peut être satisfait, mais faut pas que ça remette en cause, faut pas que ça remette en question toute la bouillie que nous a proposé l'équipe depuis je ne sais combien de semaines. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'instant présent, en fait. Du fait que, par exemple, je sais pas, je donne un autre exemple. Par exemple, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. Si demain elle perd contre le Burkina Faso, ça veut pas dire que le Burkina Faso est meilleur que la France. C'est ce que je veux dire en fait par là. Ça veut pas dire que la France est nulle parce qu'elle a perdu contre le Burkina Faso. Il y a beaucoup d'incertitudes en fait dans des matchs. Dans un match, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est ça qui fait le charme aussi du football. Donc comme j'ai dit, le fait d'avoir gagné, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Ça, il faut le reconnaître. C'est une excellente chose. Et je pense que le niveau a été un petit peu plus élevé que les semaines précédentes. Mais il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas qu'on occulte justement tout ce que nous a proposé le Real Madrid depuis certaines semaines. Très bien. J'ai fait un long récit là. Long récit, parce que je pense qu'il y avait certaines choses que tu voulais remettre en place et pour répondre à certaines personnes et qui représentent aussi une certaine vision du madridisme en termes de résultats, etc. Parce que ces personnes-là peuvent te dire que le Real est aujourd'hui premier provisoire avec 13 points, 4 nuls, une victoire, une défaite. Et que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été changées par rapport au match précédent. On va revenir sur la compo. Courtois, Nacho qui a commencé le match mais qui l'a pas terminé puisque Vasquez est rentré. Varane, Ramos, Mendy qui est en défense. Casemiro, Kroos, Valverde qui ont joué ce classico milieu de terrain. Vinicius, Benzema, Asensio pour l'attaque. Bass, c'est vrai que là on a vu pas mal de choses, pas mal de satisfaction. Mais en termes d'enseignement, quand on regarde les performances individuelles, toi, qu'est-ce que tu ressors de ce classico que l'on a remporté ce samedi? La première, ça serait l'entrée de Lucas Vasquez au poste de latéral droit, qui pour moi est son meilleur poste. De toute façon, c'est en tant qu'ailier ou en tout cas offensif. Il a beaucoup trop de lacunes, surtout aujourd'hui, alors que sur ce poste-là, il compense. Après, c'est plus facile de compenser sur un classico parce que on va dire que le caractère, l'attitude, l'investissement l'influx nerveux, tout ça, va être important. Et que peut-être sur d'autres matchs, et c'est ça le problème du Real, c'est que sur les autres matchs, avec moins de pression, on va dire. Moins d'influx nerveux à mettre. Ouais, cette tendance à chaque fois à un petit peu prendre de haut son adversaire. Et il y a une stat qui m'interpelle là-dessus, c'est les résultats du Real à domicile en Ligue des Champions, où tu sens que justement le Real a tendance parfois à moins jouer à domicile, encore plus face à certains adversaires. Il y a eu le Shakhtar, je me rappelle, il y a 2 ans, le CSK à Moscou. T'as eu un Bruges aussi, nul contre Bruges. T'as beaucoup trop de résultats comme ça, mais parce que les joueurs, en fait, sont pas remis en question. Les joueurs sont dans un confort total. L'autre enseignement, moi, ça serait le fait que Modric démarre sur le banc. On a vu pour moi ce qui est le milieu le plus intéressant
Et encore parce que Casemiro fait pas forcément un super bon match, mais t'as Valverde qui est excellent, Kroos qui est dans son rôle de régulateur. La défense, bon, de toute façon, Militao ne peut pas jouer, n'a pas le niveau. Il n'a Donc, pas le niveau. Ah oui, il faut le dire. On n'aurait pas pu faire quelque chose de différent. Et après, sur les postes offensifs, moi j'ai un problème avec Asensio sur le couloir droit. Pour moi, c'est pas un ailier intérieur. Il ne sait pas jouer dans cette position. Donc, Zidane va devoir trouver quelque chose, soit mettre Asensio à gauche et tenter Vinicius à droite, ou mettre quelqu'un d'autre à droite pour avoir un équilibre au sein de l'attaque. Globalement, moi, ça, c'est les enseignements que je tire sur ce Classico. Ouais. Sur ce Classico, mais on est obligé, je pense, de relativiser aussi ce qui se passe parce que faible niveau de l'adversaire. Et différent fait aussi sur un penalty aussi. Ouais, t'as le péno et t'as après la fin de match après la deuxième mi-temps du Real est totalement maîtrisée. Vraiment, le Barça a eu 20 bonnes minutes en seconde période, ce qui suit l'égalisation d'Ansu Fati et une belle période après du Barça. Mais sinon, sur la seconde période, le Barça ne se procure pas de grosses occasions. Messi n'est pas très bon. Donc, t'as trop d'éléments à prendre en compte pour vraiment tirer des enseignements sur le long terme par rapport aux hommes de Zidane. Moi, la seule chose que je soulignerais, c'est le lien qu'il y a entre Zidane et les joueurs. Lien qui, sur Twitter, je parlais de relations toxiques. Parce que les joueurs protégeront toujours Zidane, parce que Zidane protégera toujours les joueurs, ne les remettra pas en question. Et ça, c'est le plus gros problème. Zidane est un bon, voire un grand entraîneur, mais le problème, c'est qu'il a un lien avec les joueurs qui fait qu'il se mettra toujours en avant pour prendre une balle pour eux. C'est ce qui s'est passé après le match contre le Shakhtar. Ok, Zidane fait tourner, mais les joueurs qu'il met, ça reste des joueurs qui ont une certaine renommée. Exactement. Les mecs font un match qui est indigeste. C'est pas de la faute de Zidane. Zidane, ses premiers mots, c'est de ma faute, j'ai fait les mauvais choix. Il met jamais les joueurs face à leurs responsabilités. C'est ça le problème. Jamais ils ne seront remis en question. Donc tu resteras avec les mêmes et tu ne pourras jamais reconstruire quelque chose, démarrer un nouveau cycle. Et en tout cas, pas sur cette saison. Ce qui me dérange le plus. Mais en fait, même sur la saison prochaine, parce que le problème aussi, c'est que tu as un président qui lui aussi a ce lien fort avec les joueurs, qui a toujours été plus du côté des joueurs que par rapport du coach. C'est pour ça qu'Ancelotti s'est fait virer à un moment donné. Donc, en fait, tu as un déséquilibre qui va tout le temps pointer sur les joueurs et qui va tout le temps être du côté de les joueurs, que ce soit le président, que ce soit l'entraîneur. Donc, je ne sais pas en fait comment tu vas reconstruire quelque chose, créer une nouvelle dynamique. Et sans remise en question, sans lutte quotidienne pour avoir ta place, le Real n'existe pas parce que tu vois que les mecs… C'est clair. Cette différence dans la régularité, dans l'investissement sur certains matchs qui sont moins attendus, c'est juste parce que les mecs n'en ont rien à foutre et parce que les mecs ne sont jamais remis en question. Et ça, moi, c'est ce qui me dérange le plus. Et c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis, dans le sens où, même, il faut voir tout simplement quand il y a un mercato où le Real recrute. Moi, je parlerai toujours du mercato de l'été 2017, où on a des jeunes joueurs qui arrivent, des jeunes joueurs en Espagne, des jeunes joueurs espagnols qui ont tous fait une saison excellente la saison précédente. Zidane fait confiance toujours aux mêmes personnes, sachant que ces jeunes-là auraient pu apporter une plus-value. Mais tu l'as vu après avec Dani Ceballos. Dani. Je parle souvent de son match contre Alaves lors de cette saison-là, qui le Real est mené 1-0, je crois il rentre, il met un doublé. Je parle je parle de Théo Hernandez qui n'a jamais été utilisé. Je parle de Jesus Vallejo qui est très prometteur mais qui n'a jamais été utilisé. Il a été utilisé lors du match contre la Juventus. Avec Varane, mais on a vu que Varane. Voilà, il a mis dans un bourbier qui était incroyable. Il y a Marcos Llorente qui a fait une grosse saison avec Alaves et qui est pas mauvais avec l'Atlético actuellement. Donc en fait, c'est un problème de. Moi, je pense que Zidane a un gros problème de coaching à ce niveau-là. Il fait tellement confiance à ses joueurs que même s'ils sont cramés, il continue à les faire jouer titulaires. Et ça, malheureusement, contre des petites équipes, je me souviens notamment d'un match contre Osasuna à domicile, on s'est fait frapper par Osasuna, parce que Zidane, justement, a fait jouer des joueurs qui étaient épuisés mentalement, épuisés physiquement également. Mais justement, Johan, là, quand tu regardes cette rencontre, il a très rapidement compris que par rapport au cas Marcelo, qui devient un chat noir à chaque fois qu'il est titulaire, donc il a mis sur le banc qu'un joueur comme Militao ne doit pas jouer titulaire. Le fait que Jovic ne joue aucune minute, et c'est quelque chose qu'il faudra faire plus souvent parce que quand il est sur le terrain, on sent pas qu'il a investi. Et aussi, c'est vrai que la question qu'on s'était posée et sur laquelle aussi toi aussi tu te fais critiquer sur les réseaux sociaux, c'est la gestion de Modric. Est-ce que Modric, qu'on a vu titulaire
sur le match contre Cadiz et sur le match contre le Shakhtar, même s'il a marqué en seconde période. Est-ce que la gestion d'un Modric sur remplaçant sur les 20 dernières minutes et non pas titulaire sur 70 minutes, c'est que ce serait la bonne formule pour avoir un Modric performant sur toute la saison? Bah, j'ai envie de te dire oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce dispositif-là, ce changement, par exemple, de faire sortir Valverde et de faire rentrer, il me semble, Modric contre le PSG, on mène 2-0, la sortie de Valverde, on a vu que justement, ça a été un gros problème de coaching, on a pris 2 buts. Il y a d'autres matchs, par exemple, contre le Barça, où on fait 0-0 là-bas l'année dernière, au Camp Nou. Valverde est énormissime pendant quasiment toute la partie où il joue, et on ne sait pas pourquoi il le sort, il me semble qu'il fait rentrer Modric, et là, le Real ne joue plus. Donc moi, je pense que la question que tu as posée, justement, elle répond à ce que je dis, à ce que je dis souvent, c'est que je pense que Modric doit partir du Real Madrid à la fin de la saison. Même pourquoi maintenant, malgré le but, malgré le fait qu'il sauve la situation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un Luka Modric, justement, moi, ça me fait limite de la peine de voir un Luka Modric qui n'est pas régulier on a rarement connu un Luka Modric irrégulier dans ses prestations. Le Luka Modric, à partir de la saison 2013-2014, à chaque fois qu'il jouait, c'était incroyable. C'était des prestations de classe incroyables. C'était un truc de fou ce qu'on voyait. Mais là, le Luka Modric, par exemple, qui joue contre Cadiz, il est moyen. L'année dernière contre City, même si c'est vrai que Varane sabote le match concrètement, mais Luka Modric contre City l'année dernière, c'est moyen. Et là, quand tu vois ce que Valverde, à chaque fois que Valverde est titulaire dans un milieu de terrain à 3 et qu'il a cette possibilité de se projeter vers l'avant, Valverde, il fait un bien énormissime au Real. Et je pense qu'à ce niveau-là, Modric, je pense que... Mais juste pour dis-moi, excuse-moi de te couper, mais regarde, Valverde a joué contre le Shakhtar avec Modric. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné parce que justement, je pense qu'il y a eu cette préparation de match qui n'a pas été bonne, dans le sens où les joueurs n'ont pas abordé le match de la meilleure des manières. Je pense que ça a été un naufrage collectif. C'est un naufrage collectif, je pense qu'il y a eu. Je pense que c'est un naufrage collectif, et je pense aussi qu'il y a eu le coaching de Zidane, le fait d'avoir fait jouer des joueurs qui ne se sentent mais pas du tout concernés. Je parle de Marcelo, de Luka Jovic. C'est faire jouer des joueurs qui ne sont pas concernés. Et ça, c'est se tirer une balle dans le pied. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le Shakhtar a 9 absents. Mais c'est pour ça. Mais en fait, moi, je pense que s'il n'y avait pas eu les 9 absents côté Shakhtar, il n'y aurait peut-être pas eu la même attitude côté madrilène. Il y a vraiment eu un manque de respect. Et c'est chose commune parce que on se fait éliminer il y a 2 ans par l'Ajax parce que tu manques de respect de l'adversaire et sensation que, ok, c'est bon, on rentre sur le terrain, on va gagner. Et ça, c'est le problème qu'ont les clubs qui ont dominé. Tout gagné pendant un moment, ouais. Parce qu'à un moment donné, il suffit qu'ils rentrent sur le terrain, encore plus à domicile, pour impressionner leur adversaire. Mais déjà, ça marche quand tu as certains joueurs, notamment un Portugais avec le numéro 7, qui inspirait une crainte, surtout en Ligue des Champions. Aujourd'hui, déjà, tu ne fais peur à personne. Et ça c'est pour moi le plus gros échec. C'est que tu joues contre le Real au Bernabéu, enfin maintenant c'est au Di Stefano, mais tu arrives, tu te dis, bon, on peut les battre. Il y a moyen. Le fait de se dire il y a moyen, pour moi, c'est grave. C'est pas une équipe comme le Shakhtar qui vient contre le Real. Normalement, elle arrive, elle doit se dire je dois bétonner, je dois faire attention parce que je vais me faire rafaler. Ça n'arrive plus. Et par rapport au cas Valverde, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème physique côté Valverde? Parce que déjà l'année dernière, le confinement lui a fait beaucoup de mal et on a vu qu'il était moins influent physiquement. Là, contre Donetsk, il fait pas un bon match. Là, il fait un super match contre le Barça, mais déjà, il est très jeune. C'est un profil de joueur qui est, pour moi, qui est le plus pertinent pour le Real par rapport à ce que demande le football moderne. Ouais, le box et peut-être que je comprends qu'en même temps, Zidane essaye un petit peu de le préserver, mais après, il a une très mauvaise gestion de son cas parce que de toute façon, il n'a pas une rotation crédible. Parce que tu peux pas remplacer Valverde par Modric. En fait, tu n'as personne qui peut remplacer Valverde dans l'équipe. Très clair. Et ça, c'est encore une fois, tu vas me parler des mercatos, mais les mercatos, franchement, depuis 2015, je n'ai pas vu un mercato bien géré par le Real. C'est n'importe quoi. En fait, tu te contentes. Et le nombre d'erreurs de casting, de joueurs qui arrivent, qui partent, alors que c'était potentiellement bon genre. Tu as même un Brahim Diaz, tu le vois à Milan, il a son temps de jeu et tout. Par contre,
au Real, les mecs, t'as l'impression qu'il y a un cercle fermé. Et pour plaire à Zidane, c'est comme pour plaire à Deschamps, faut avoir un profil unique et vraiment rentrer dans son jeu. Et t'as eu le cas. Tu parles de Brahim Diaz, il y a James Rodriguez aussi. James, mais ça, James. Rames, il y a Odegaard aussi, Odegaard, là, qui est blessé. Ouais. En fait, le truc avec Rames, c'est t'as une injustice parce que je comprends pas qu'un mec comme Isco puisse avoir du temps de jeu et puisse continuer au Real quand un mec comme Rames, lui, s'est fait totalement saquer par le coach. Ah, oui. Et ça, c'est le gros problème des Zidane. Après, c'est une question d'attitude. Voilà, je ne veux pas être l'avocat de Zidane, mais après, c'est une question d'attitude. James Rodriguez, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe aux entraînements. Mais tu trouves que celle de Isco, tu trouves que l'attitude de Isco est bonne? Mais en tout cas, vis-à-vis de l'entraîneur, je pense qu'il y a quand même une relation qui est un peu plus saine entre Zidane et Isco qu'il y a pu y avoir entre Zidane et Rames. Parce que Rames, à un moment donné, regardez sur la fin du championnat de l'année dernière, c'était... Non, mais c'est clair. Il y avait du bide, il y avait aussi, voilà, je refuse de jouer des matchs. Voilà, quoi. Qui êtes-vous ? Mais à un moment, quand c'est un cas qui se reproduit trop souvent, et ça se reproduit avec trop de joueurs du Real, c'est plus que le joueur. C'est comment le coach gère les individualités. Est-ce qu'il les met en confiance? Un mec comme Jovic, il était très bon à Francfort. Alors, ok, il y a un écart de niveau entre Francfort et le Real, un écart d'attente, mais tu es obligé un petit peu de faire les reproches à Zidane, parce que l'année dernière, au début de saison, Jovic était pas gros. Tu vois, il avait quelque chose, mais il l'utilisait pas assez. Et quand tu arrives l'année dernière dans le match le plus important, ton huitième de finale retour contre City, tu l'arrives Eden Hazard et pas Vinicius. Oui, ça pose question, tout à fait. Tu me dis, l'autre il est gros, il a pas joué quasiment de la saison, il a rien fait, il joue et il passe titulaire avant moi. C'est quand même, il y a une injustice. Et je comprends en fait que certaines individualités tu peux lâcher, mais tu peux tellement perdre une partie de ton effectif quand tu fais des choix comme ça. Mais c'est un truc de ouf. En fait, t'as 11 mecs qui suivront Zidane quoi qu'il arrive. Et ces 11 mecs, c'est toujours eux qui sauveront la peau de Zidane au moment qui comptera. C'est les tauliers, ouais. Et ce sont ces 11-12 qui justement ont gagné donc à Barcelone ce samedi. Et justement, mais voilà, donc quand ils sont pas tous au complet, et voilà, je pense aussi à notre capitaine qui n'était pas présent sur le match contre le Shakhtar, mais qui était présent hier, même s'il s'est fait enrhumer un petit peu par Messi sur la première période, voilà, mais il lui a rendu. Il m'a tué. Exactement. Mais il lui a rendu à la fin du match aussi. Exactement. Donc du coup, avec ce penalty, il est toujours aussi déterminant. Il est trop déterminant. Et c'est un problème pour le Real Madrid. C'est limite inquiétant en fait. C'est limite inquiétant. Bien sûr que c'est un problème, mais parce qu'en fait, déjà, tu vois qu'un mec comme Varane doit partir, parce que moi, je peux pas. Je pense que Varane doit vraiment partir déjà parce qu'il a encore une bonne valeur marchande. Et que lui, son cycle est terminé et qu'il a besoin de changer d'air. Tu sais qu'il a besoin de Ramos. Et non, là, tu as besoin d'un autre taulier qui prendra la succession de Ramos. Et c'est pas Varane, encore moins Militao. Tu as trop de cas, en fait, comme ça, je pense, clairement. au Real. Il y a beaucoup d'incertitudes, ouais. Il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, beaucoup d'incertitudes. Dis-moi, Yohan. Moi, à titre personnel, je me souviens qu'à l'époque où le Real gagnait, les Ligues des Champions, etc., moi, ce qui me réjouissait, c'était le fait que pour une fois, on avait une situation qui était stable au niveau du club, au niveau des arrivées, au niveau des départs, etc. Pour moi, c'était comme un empire en fait qui se créait et qui perdurait. Mais en fait, justement, cette stabilité, elle s'est muée jusqu'au boutisme en fait, dans le sens où même des joueurs qui sont cramés, on leur fait encore confiance alors qu'ils sont plus au niveau. Et c'est ça justement. Tu sais, là, ce que tu viens d'évoquer, Bas, pour Varane, j'ai jamais eu la présence d'esprit ou même l'objectivité de faire sa critique en fait, de savoir si il est toujours. Ouais, voilà, de faire son procès pour savoir s'il est toujours fait pour jouer au Real. Pour te dire, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens d'évoquer ici. Mais quand tu vois que c'est vrai que quand tu vois que sans Sergio Ramos, Varane, il a l'air perdu, c'est compliqué. C'est vrai que tu te poses des questions. Tu te poses des questions s'il n'y a pas d'autres options beaucoup plus crédibles à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Et justement, c'est vrai que là, c'est vrai qu'il y aura un mercato 2021 qui sera scruté vraiment avec beaucoup d'attention. On aura le temps d'en revenir dessus donc dans les épisodes tout au long de la saison. Mais mais maintenant, d'ici la fin de cette saison, il faudra faire avec cet effectif-là. Je pense que c'est acquis pour tout le monde, et notamment en Ligue des Champions. Et là, maintenant, quand on va se projeter sur le match contre Mönchengladbach, qui va être un match capital en Allemagne,
parce qu'il faut prendre les 3 points, parce que sinon ça va compliquer la qualification. Voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ce match-là, de cette projection pour le Real et aussi par rapport à l'adversaire qui quand même voilà est une équipe qui fait partie du top 5, top 6 de la Bundesliga actuellement. Bah, écoute, moi je pense que par rapport à ce match-là, je suis dans l'inconnu total parce qu'honnêtement, c'est pas une victoire contre le Barça en championnat qui me fera changer, qui fera en sorte que j'ai un optimisme qui dépasse l'entendement, tu vois. Donc honnêtement, moi je suis dans l'inconnu total. Moi déjà contre le Shakhtar, je sentais la patate arriver dans le sens où moi j'avais Toi t'avais dit j'avais que tu pronostiqué un sentais match qu'on n'allait nul. qu'on n'allait pas gagner. Ouais. J'avais pronostiqué un match nul parce que je me dis que le Real Madrid, justement, première journée de Ligue des Champions, un adversaire qu'on ne connaît pas du tout, dans une situation qui est assez spéciale, il n'y a pas de supporters, donc on ne sait pas en fait comment ils vont aborder le match. Et là, du côté de Gladbach, d'un côté, je me dis que comment dire, l'épisode Shakhtar peut les avoir stimulés et la victoire au Camp Nou peut les avoir aussi donné un plus en termes de confiance. Donc, autant je me dis ça, mais autant je me dis que Gladbach, on ne sait pas comment ils vont aborder ce match-là, parce que Gladbach, je pense que jouera sans pression, parce que je pense qu'ils sont conscients, du moins je l'espère pour eux s'ils veulent gagner, qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose à faire en fait par rapport à ce Real-là. Donc voilà pourquoi je dis, je suis un petit peu dans cet inconnu-là. Mais attendons de voir. Mais ça m'étonnerait pas, par exemple, que le Real se fasse accrocher, par exemple, en Allemagne, quoi. Et donc, justement, quand on voit que le Mönchengladbach a renoué avec la victoire ce week-end contre Mayence, 3-2 à l'extérieur, 5e de Bundesliga, a fait un match convaincant contre l'Inter quand même, 2 buts partout, où ils se sont fait rattraper dans les derniers instants. Quand on voit cette équipe-là et quand on voit notre état de forme aujourd'hui, est-ce que on peut aller en Allemagne avec de la sérénité ou on peut être inquiet quand même par rapport aux performances du Borussia? De toute façon, ça fait quelques années que sur les matchs, j'ai pas forcément de sérénité par rapport au Real, enfin quelques années, quelques mois. Après, moi, je pense que le Real va gagner parce que pour différentes raisons. Déjà, c'est en déplacement, donc comme un petit peu toutes les équipes qui n'ont pas de style de jeu, elles sont meilleures à l'extérieur qu'à domicile. Donc là, ça va être un avantage pour le Real face à une équipe qui devrait ouvrir le jeu chez elle. Ça va permettre à Zidane en fait d'être plus dans une optique de je vais devoir m'adapter et contrer l'équipe adverse que devoir faire le jeu. Et je pense que en général, le Real ces dernières années prend assez sérieusement ses déplacements en Allemagne. Donc je pense que j'ai assez confiance et je pense que le Real doit gagner de toute façon parce que si par contre tu enchaînes une nouvelle contre-performance avant d'affronter aller-retour l'Inter, si le Real ne gagne pas, c'est mardi. Ouais, C'est ça. en difficulté. Si le Real ne gagne pas mardi, je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir à l'Europa League. Ah, Parce que Oh non, je vois pas le Real sortir indemne. Je vois pas le Real sortir indemne avec 6 points sur 6 face à l'Inter. Ah, mais Donc, c'est clair. En plus, là, on a commencé à se poser la question dès la première journée. De la dernière fois que le Real a joué la Ligue Europa, c'était en 1994-95. Donc, ça fait une éternité. Et on est pas encore le football à l'époque. Mais on est le seul club en Europe à jouer depuis autant d'années consécutives la Ligue des Champions. Ce qu'il faut aussi mentionner sur les 25 dernières années, voilà quoi, il n'y a pas de petits tours en coupe UEFA comme il y a pu avoir pour certains clubs, notamment pour notre rival de ce week-end, qui en a joué voilà quelques-unes. Celtic Glasgow 2004. Oui, voilà, entre autres. Mais voilà, nous allons pas faire de focus sur des équipes de deuxième partie de tableau. Voilà. Tu fais très bien. Voilà, exactement. Restons sur notre Real Madrid. Mais c'est vrai que voilà, quand je vois par exemple les forces en présence, mais c'est vrai que voilà, il y a les Français, Pléa, Thuram qui sont dans cette équipe. Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe du Borussia quand on voit, je pense notamment à Bass, quand vous suivez la Bundesliga avec les Celtics, qu'est-ce qu'on peut craindre justement, quels sont les dangers sur lesquels on peut avoir de mauvaises surprises ce mardi? Après, malheureusement, des Celtics, je dois être celui qui ne suit pas du tout la Bundesliga, mais je suis plus Serie A Liga. Mais comme nous autres. Des équipes allemandes, en fait, ce que tu vois des équipes allemandes aujourd'hui, c'est l'intensité physique, la capacité à répéter les duels et à avoir des temps forts où vraiment tu vas mettre sous pression l'adversaire. Donc, c'est comment le Real va être capable
d'assumer, de recevoir ces moments d'intensité. C'est un match qui peut ressembler un petit peu, pas forcément dans le style, mais dans le contexte au déplacement de l'année dernière à Istanbul, où le Real et Zidane jouaient sa vie et ça s'est imposé 1-0 grâce à Kroos, je crois. Donc peut-être un peu ce genre de match, ce genre de contexte compliqué. Après, les équipes allemandes subissent le Covid et le fait que les stades soient vides. Ça, pour le coup, c'est un petit avantage, c'est que le temps fort, l'intensité sera moindre que s'il y avait le public, l'ambiance, etc. Mais je pense aussi du côté de Gladbach, ils sont surtout en difficulté en ce moment dans leur milieu de terrain parce que leur meilleur milieu de terrain est blessé. C'est Denis Zakaria. C'est leur milieu de terrain c'est vraiment lui le métronome de cette équipe. Il est vraiment blessé. Il est blessé ces derniers temps et depuis, ils ont un petit peu du mal à jouer sans lui, même si c'est vrai qu'ils ont gagné contre Mayence. Mais l'absence de Denis Zakaria, on ne sait pas, peut-être qu'il va revenir ce week-end-là. Enfin, ce week-end lors du prochain match de Ligue des Champions. Mais je pense que ça, c'est un fait qu'il faut exploiter du côté du Real parce que c'est vraiment lui le patron du milieu de terrain du côté de Gladbach. Ouais. Très bien, on aura l'occasion de suivre tout ça. On aura un œil attentif sur la Champions League qui est quand même notre raison de vivre pour nous tous madrilènes. Nous madrilènes plus que les autres clubs. On va pas revenir sur notre palmarès, mais voilà, on a beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à notre premier match. Franchement, vous voyez le Real capable de gagner avec des champions cette année. Disons qu'on essaie de répondre à cette question en début de saison. Voilà, moi ça me fait mal d'être considéré comme un quart de finaliste de Ligue des Champions, mais voilà, je pense que c'est logique. Et quand on voit, parlons peu, parlons bien. On n'a pas le niveau pour la gagner, mais le truc c'est quoi, c'est que après l'histoire du Real Madrid a montré que même si on n'est pas fort, le nombre de fois où le Real Madrid n'a pas eu le niveau du tout et a eu ce supplément d'âme qui leur a permis d'aller battre par exemple le tenant du titre et le finaliste de la saison précédente et de la gagner en finale contre un club espagnol. Je pense qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec ce club-là, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais tu vois, effectivement. Ça, j'y aurais vraiment cru la saison passée. Parce que pour moi, le Real pouvait aller chercher la Ligue des Champions de la bulle du Final 8 parce que, pas une question de niveau, mais je pense que quand tu vois un peu les adversaires qu'a eu City, il avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Et après, demi-finale face au Bayern, il y avait... tu sais que le Bayern, ça reste quand même c'est pas le Bayern face au Real, c'est pas forcément acquis d'avance, même si le Bayern est une grosse équipe. Non, bien sûr. Mais tu sais, Bass, moi je le disais ouvertement, je pensais que si on éliminait City, pour moi on allait la gagner. Pareil. Et franchement, l'élimination face à City, je l'ai encore en travers de la gorge parce que c'est notre cher ami Raphaël qui a saboté le truc. Non, mais j'en veux à Zidane, hein. C'est vraiment sa gestion, ses choix, le fait de ne pas faire jouer un joueur qui pouvait déranger City comme Vinicius. Franchement, j'ai pas aimé ça du tout. Non, je dis pas ça, tu vas te faire agresser sur Twitter bien. Effectivement, mais voilà, mais Zidane a gagné le Classico. Voilà, je présente l'émission avec un maillot, voilà, donc avec un maillot où il est floqué Zidane. Donc voilà, donnons-lui des ondes positives pour le prochain match. Et justement, il faut qu'on se mouille maintenant par rapport au match contre le Borussia Mönchengladbach. Voilà, on a eu le temps d'en parler. Maintenant, il faut qu'on parie sur le match. Mais voilà, Mönchengladbach, Real Madrid. Moi, j'ai mis que le Real allait l'emporter. Et je pense que par exemple, Johan et Bass, vous êtes sur la même ligne que moi. Ouais. Je pense que le Real va gagner ce match-là, ouais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Déjà, premièrement. Et non, mais je pense qu'ils vont gagner pas forcément de la meilleure des manières, mais je pense qu'ils vont gagner. Une fois de plus, quand je dis pas forcément de la meilleure des manières, j'espère me tromper. Parce que ce qu'il faut oublier, c'est que je suis un fervent supporter du Real, donc voilà. Mais je pense qu'ils devraient gagner, mais tout en étant en difficulté, je pense. C'est ça, tout en étant en difficulté. Et après, au niveau des buteurs, moi, je sais pas pour vous, moi j'ai mis Toni Kroos. Il est en Allemagne. Voilà, donc il a pas marqué, ça fait maintenant quelques rencontres. Il aime bien se rappeler, rappeler au bon souvenir, et surtout quand on a au dos mur en Ligue des Champions. On a parlé de Istanbul l'année passée, il a marqué là contre le Borussia Mönchengladbach, deuxième match. Je pense qu'il peut marquer, donc voilà mon petit pronostic. Toi, Johan,
Toi, t'es Moi, j'ai toujours. mis comme buteur toujours mon petit chouchou, Vinicius. Je pense que Vinicius peut sortir, s'il est titulaire, hein, parce qu'on ne sait pas avec Zidane, mais je pense qu'il peut faire un excellent match parce que pour moi, il a le mindset justement pour s'imposer, pour progresser, pour continuer à progresser. Et je pense que là, déjà, on voit qu'il devient un petit peu plus serein devant le but. Il commence à faire les bons choix. Donc, je pense que dans le cadre de son évolution perpétuelle, je pense qu'il peut être le buteur face à Gladbach. Et toi, Ekbas, tu vois qui buteur sur cette rencontre? Moi j'ai pensé à Ramos, mais je suis allé sur parce qu'il a besoin de marquer, parce qu'il fait pas forcément un super début de saison face au but. C'est Kabenove, un seul but sur les 7 matchs, je crois, qu'il a joué cette saison. Pour l'instant c'est très faible, donc je vais tenter un Kabenove. Ah, mais Karim, oui, que l'on attend, parce que c'est vrai qu'il a donné un ballon de but en plus contre le Barça, mais on Il a attend raté une belle devant, occasion aussi. Ouais. ouais, exactement, mais qu'on attend devant le but, et je pense que maintenant qu'on commence à en parler, je pense qu'il va régler la mire, parce qu'il a rarement déçu sur ses dernières saisons et sur ses derniers mois particulièrement. C'est vrai. Ouais, et en Ligue des Champions aussi. L'année dernière C'est en Ligue clair. des Champions, il Ouais, avait ouais. été vraiment bon, donc ça se prend. Ouais, mais voilà, mais juste, et là, moi pour la grosse cote, il faut qu'on parte, on va dire en freestyle. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Moi, je pense sincèrement que on a parlé que le Real va gagner. Je pense que là, c'est une nécessité, mais qu'on va se faire accrocher. Voilà, pour diverses raisons. Yoann en a un petit peu parlé. Peut-être qu'il y a certains joueurs qui vont revenir. Et je sais pas pourquoi, mais on va peut-être retomber dans la décompression du match contre le Barça et on va encaisser le premier but. Donc du coup, Ouais, moi je j'ai pense mis aussi. Real Pareil. buteur et Real vainqueur et avec le premier but qui est marqué par Gladbach et on sera dans la réaction puisque je pense que c'est vraiment le propre des hommes de Zidane. T'en penses quoi, Johan? Ouais, moi aussi, je suis dans cette optique-là, je suis dans cette vision-là. Je pense que le Borussia Gladbach, justement, sera le premier buteur de ce match. Et pour mouiller un peu, on va dire Marcus Thuram ou Alassane Player. Ah ben, disons que tu te mouilles pas énormément. Moi, je crois que tu allais me sortir un milieu ou un défenseur qui allait Bon, marquer. allez, pour vraiment mouiller, on va dire Fabien Nayos. Voilà, Florian Nayos, ouais, c'est ça. Ah, ben non, mais pourquoi pas? On va voir. Ça va être la grosse cote. Ça, c'est la cote qui fait que tu pars en vacances à Noël. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas Et, le confinement. et toi, bah, Mm. justement, je pense que toi, en termes de choix pour la grosse cote, t'as pensé à quoi? Ah, écoute, vous avez placé la barre haut. Vous m'avez dit trois minimum de cotes. Bon, du coup, je suis allé encore plus loin. J'ai trouvé une cote à 8,15. C'est un score exact multi-choix. En gros, c'est 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 pour le Real. Je ne crois pas forcément au 5-1. Mais par contre, je vois Gladbach capable de marquer 2 buts à cette défense du Real avec un match plein de rebondissements. Peut-être, comme je suis d'accord avec votre vision sur Gladbach qui ouvre le score, pourquoi pas même qui mène 2-0 et un Real un peu tête baissée, vraiment au bord du gouffre et qui arrive à sortir la tête de l'eau durant le match et qui gagnerait 3-2. Je pense que c'est probable parce que la défense du Real est quand même très Ouais. faible. Celle de Gladbach n'est pas impressionnante non plus. Il y a pas mal d'éléments qui vont là-dedans. Décompression aussi du Real. Décompression de Gladbach qui n'a pas forcément l'expérience de la Ligue des Champions. Donc, je suis parti sur cette cote. D'accord, ben, je pense que on va la suivre et si le score est exact, ça te ferait j'allais dire de belles vacances si tu paries sur les les différents sites pour voilà donc de plateformes de paris. Ben voilà, très bien les mecs. Là il restera, ben là il y a ce match contre Mönchengladbach, il y aura le match contre Huesca la semaine prochaine, Oh là là. voilà, qui est à C'est le match le 14h. plus à craindre, je pense. Ouais, Exactement, c'est en ça, termes mais de, c'est en, trop termes ça, c'est trop en ça. termes de résultats, on aura le temps de le débriefer et ce sera toujours en prévision du match de Ligue des Champions contre l'Inter Ouh là là. qui aura lieu mardi prochain. Ben voilà, d'ici là, voilà, portez-vous bien.
On espère que voilà, cette victoire réjouit quand même tout le madridisme parce que c'est le type de victoire dont on a besoin. Ça fait longtemps que le Barça n'a plus gagné aussi contre le Real. Donc, savourons quand même. Et après, on va essayer de voir comment ça va se passer pour les prochaines semaines, les prochains jours, avec un Real qui est, pour l'instant, leader du championnat d'Espagne. À la Madrid! À Madrid. À la Madrid.